J'aimerais tout d'abord remercier le professeur Dominique Farge et puis tout le réseau Matec et l'équipe qui m'accueille aujourd'hui et me permet de présenter les résultats des travaux qu'on effectue au laboratoire à Montpellier. Donc, je suis médecin interniste dans le service du professeur Lequelec, professeur Guillepin. Et ces travaux sont menés donc, à l'IRMB sous la direction de Christian Jorgensen et du docteur Daniel Noël qui est là aujourd'hui, qui pourra aider à répondre à vos questions si nécessaire. Je ne reviendrai pas en détail sur la sclérodermie systémique, pathologie qu'on vous a bien présentée tout à l'heure, mais qui repose quand même sur ce trépied à la fois physiopathologique et clinique, avec des phénomènes microvasculaires dont le phénomène de Raynaud évidemment est le plus caractéristique, un certain nombre de désordres immunitaires, et pour faire simple, en témoigne la présence d'auto-anticorps qui permettent de classer en partie les malades, et puis des lésions de fibrose, au niveau cutané bien entendu, mais également avec l'implication d'organes vitaux qui vont être responsables de cette mortalité qui est importante. Et on voit que l'extension de la fibrose pulmonaire est également corrélée à la mortalité. Et comme il était indiqué ce matin, il n'y a à ce jour, en dehors de l'autogreffe, aucune thérapeutique qui a permis d'influencer au cours des 4 à 5 dernières décennies l'évolution chez ces malades. On est donc vraiment dans une situation où on a besoin de nouvelles approches. L'autogreffe, cela vous a été dit par Grégory ce matin, elle a quand même une nécessité de sélectionner les candidats. Et donc, c'est dans cette situation que d'autres approches de thérapie cellulaire et les cellules souches mésenchymateuses pourraient apporter un bénéfice chez ces malades. Alors pourquoi ? Je ne reviens pas sur la définition car ma collègue précédente a vraiment bien présenté et je pense que vous avez maintenant toutes les armes pour comprendre ce qu'est une cellule souche mésenchymateuse sur le plan biologique et notamment de la caractérisation. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que ces cellules souches mésenchymateuses ont d'emblée des propriétés immunosuppressives, et donc on va profiter de ça sur le versant auto-immun, mais elles ont également des propriétés trophiques qui ont été bien démontrées dans des situations de fibrose, mais également favorisant, et c'est peut-être leur origine de péricyte qui est là en jeu, le remodelage vasculaire vers une vascularisation plus normale. Alors évidemment, il y a un espoir grandissant compte tenu de ces éléments et de la physiopathologie de la maladie. Et on a dans la littérature, je vous ai représenté ici quelques séries, cas isolés ou quelques séries de malades qui avaient été traitées de manière un peu compassionnelle dans des situations difficiles, soit sur des atteintes vasculaires, ulcères digitaux, macroangiopathie ou des atteintes fibrosantes sévères, avec une perfusion, le plus souvent autologue, de cellules souches mésenchymateuses avec des bénéfices intéressants. C'est dans ce contexte que s'inscrit donc cette étude qui a été lancée il y a plusieurs années par le professeur Dominique Farge et que vous connaissez bien, une étude qui évalue l'approche allogénique de CSM de moelle osseuse chez des patients sévères réfractaires, étude qui peut encore inclure quelques malades jusqu'au mois de mars prochain. Mais on manquait donc de données précliniques et ça nous paraissait très important. On a des données sur les modèles de fibrose isolés, fibrose cutanée, fibrose pulmonaire, mais aucune donnée dans un modèle de sclérodermie pouvant représenter la complexité de cette pathologie qui a vraiment de multiples facettes avec une hétérogénéité chez les malades et ces 3 atteintes vasculaires, fibrotiques et auto-immunité. On dispose d'un certain nombre de modèles précliniques d'études, notamment des modèles génétiques. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ces modèles génétiques, évidemment, ne représentent pas totalement la sclérodermie, qui n'est pas une maladie génétique, mais peuvent donner des informations avec une proportion variable d'atteintes fibrosantes, parfois uniquement cutanées, parfois pulmonaires, mais pas systématiquement la présence de stigmates d'auto-immunité ou d'anomalies vasculaires. Et à côté de ces modèles génétiques, on a des modèles inductibles, et je pense que le plus commun d'entre eux est le modèle bléomycine. Mais je voudrais tout de suite signaler quelque chose. Dans les publications, et notamment en termes de thérapie cellulaire qui concernent le modèle bléomycine, la plupart du temps, il s'agit d'études faites sur une injection unique de bléomycine en intratrachéal qui est capable de donner une inflammation pulmonaire à court terme avec des lésions un peu fibrosantes, mais pas du tout d'atteinte systémique, ou alors, au contraire, l'administration de bléomycine par voie sous-cutanée déclenchant une fibrose cutanée. Mais le modèle bléo qui existe pourtant avec des injections répétées intradermiques quotidiennes pendant plusieurs semaines, qui est un modèle qui peut donner des atteintes systémiques, donc à la fois cutanées et pulmonaires notamment, ce modèle n'est pas utilisé, n'a pas été évalué, en tout cas avec des approches de thérapie cellulaire. On a des modèles de GVH, je ne rentre pas dans les détails, qui là aussi représentent de manière variable. Alors évidemment, il n'y a aucun modèle parfait pour les modèles précliniques, mais je vais me concentrer ici sur le modèle HOCL, qui est un modèle donc inductible de la pathologie basé sur le stress oxydant et l'exposition à l'acide hypochloreux, donc dérivé de Javel, et qui est le modèle qu'on utilise au laboratoire. Bien entendu, il y a une forme de subjectivité dans ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors le stress oxydant, vous le savez, dans la pathologie de la sclérodermie en tant que telle, on pense que le primum movens pourrait être ces phénomènes d'ischémie-reperfusion avec cette vasculopathie qui précède généralement de plusieurs années la maladie, qui est à l'origine de génération d'un stress oxydant avec des formes réactives de l'oxygène, dont la HOCL notamment. Et ce stress oxydant, il a été bien montré qu'il est à l'origine
l'origine chez les patients sclérodermiques d'une quantité de protéines oxydées dans le plasma qu'on appelle AOPP, qui est beaucoup plus importante, de défense antioxydante diminuée. Et il y a des corrélations qui ont été faites entre ces éléments de stress oxydant circulant et la capacité à faire proliférer les fibroblastes, mais également à endommager les cellules endothéliales. Et puis il y a des modèles historiques, et vous savez que l'exposition à la silice, aux solvants organiques, peut déclencher des sclérodermies systémiques. C'est une véritable maladie professionnelle dans certains cas. Et donc le stress oxydant est vraiment au cœur du processus, semble-t-il, dans ses formes vraiment, on va dire, caractéristiques. Et donc le modèle murin, il découle de ces observations. Le principe, c'est donc d'administrer pendant 6 semaines, je le montre ici un petit peu mieux, quotidiennement par voie intradermique de l'acide hypochloreux à des souris qui sont des BALP C par voie intradermique, et on va déclencher progressivement un phénotype de sclérodermie dans sa forme diffuse avec des lésions de fibrose cutanée, des lésions de fibrose pulmonaire, un petit peu d'anomalie microvasculaire, c'est quand même pas les éléments prédominants dans ce modèle, et puis la présence d'anticorps anti-topoisomérase 1 qui caractérise donc bien les formes diffuses de la maladie. Alors, vous voyez que ce modèle, donc, il a été mis au point par l'équipe de Frédéric Batteux avec cette première publication en 2009 par Amélie Servetaz. Un certain nombre de publications ont succédé. Et puis maintenant, c'est un modèle qui est de mieux en mieux accepté, on va dire, dans la communauté scientifique internationale, puisqu'il a été repris avec des collaborations avec certaines équipes ici françaises et chinoises, une équipe lilloise, les Italiens qui l'ont repris de leur côté. Récemment, je viens de prendre connaissance de cette publication par les Chinois. Et puis nous, on y travaille depuis 2011-2012 à peu près au laboratoire, avec, vous voyez, un certain nombre de publications sur ce modèle qui est un peu lourd à mettre en place, mais qui est extrêmement reproductible et fiable. Alors voilà ce qui se passe chez nos souris quand on induit la sclérodermie avec ces injections d'acide hypochloreux. Vous voyez que par rapport ici aux souris PBS, quand on mesure au cours du temps le pli cutané, donc c'est vraiment pied à coulisses, on mesure l'épaississement de la peau, l'équivalent du Rodnan, on va dire, chez l'être humain, on va avoir un épaississement très progressif de la peau chez les souris qui reçoivent de la HCl, qui va culminer à la 6e semaine. Et de manière concomitante, on voit dans le tissu cutané des dépôts de collagène qui vont croissant, et il y a une bonne corrélation, ce qui pour un clinicien comme moi est très satisfaisant. Je me dis que quand je pince la peau de la souris, j'ai un reflet à peu près des variations de collagène dans la peau. À 6 semaines, vous voyez que ça se caractérise par une fibrose histologique, il n'y a pas photo, avec vraiment un épaississement, une fibrose là sur le trichrome de Masson très importante, et une surexpression des principaux marqueurs fibrotiques que je vous ai notés ici, le collagène 1, 3, TGF, alpha-SMA. Mais c'est un modèle maladie systémique, il y a une fibrose pulmonaire chez ces souris, à l'histologie et également sur les marqueurs fibrotiques. C'est une maladie systémique dont la diffusion fait intervenir ces protéines oxydées dans le plasma, dont les taux sont plus importants comme chez les patients, chez les souris HOCl, avec des défenses antioxydantes diminuées, et puis enfin cette production d'auto-anticorps anti-SL70 ou topoisomérase 1 qui caractérise bien les formes diffuses. Alors que se passe-t-il quand, dans ce modèle, on veut mettre en place une thérapie cellulaire et une approche utilisant les cellules souches mésenchymateuses? Alors tout d'abord, on a voulu le faire en préventif pour essayer de mettre en place d'abord une étude d'effet dose, rechercher la dose-réponse, et puis se mettre dans une disposition où, avant l'induction de la maladie, on peut imaginer un bénéfice. Donc on a injecté par voie intraveineuse, le but étant d'avoir des effets systémiques et donc une arrivée des cellules, notamment au niveau du parenchyme pulmonaire. Et on est allé voir ce qui se passait un petit peu plus loin. On a utilisé des cellules dans un premier temps dans une approche syngénique, donc un équivalent d'autologue, provenant de moelle osseuse. Et vous voyez ici sur le pli cutané, avec 3 doses, 250, 500 000 et 1 million de cellules, que c'est finalement, de manière assez surprenante, la dose la plus faible de 250 000 cellules qui permet de prévenir l'apparition de la fibrose, ou en tout cas de ralentir son extension dans le modèle, avec un effet donc dose inversée qu'on retrouve sur les marqueurs fibrotiques et également sur l'histologie. Et on peut même constater qu'à 1 million de cellules, on n'a quasiment pas d'effet dans ce modèle. Au niveau pulmonaire, l'effet est bénéfique, quelle que soit la dose utilisée. Vous avez une réduction, une prévention en fait, de la fibrose pulmonaire totale, avec des marqueurs profibrotiques qui sont quasiment au niveau des souris PBS, et puis un effet sur la production d'auto-anticorps. On peut donc en fait empêcher cette rupture de tolérance quand on injecte en préventif des cellules souches mésenchymateuses. Alors vous allez me dire, les patients, on les traite rarement en préventif, et donc il faut des approches un peu plus avancées dans la pathologie. Et on a montré qu'en injectant à J21, une période où il y a déjà beaucoup d'inflammation, une diffusion systémique et des lésions de fibrose constituées, on avait le même type de bénéfice. Donc on freine l'évolution sur le pli cutané, avec, quand vous avez l'approche préventive ici en blanc et puis curative J21 à côté en gris, un bénéfice qui est à peu près comparable sur tous les marqueurs au niveau cutané et pulmonaire. Comment ça marche ?
Ça aussi, ça vous a été bien montré précédemment. Quand on injecte chez nos souris des cellules provenant de souris GFP, donc qui sont marquées et qu'on va pouvoir suivre notamment en biologie moléculaire, on se rend compte qu'on a un effet antifibrotique, ça c'est quand même important, donc on peut les utiliser en thérapie, mais surtout, on voit qu'elles persistent très peu de temps dans le poumon, on les trouve encore un tout petit peu à J2, mais vous voyez chez moins de la moitié des souris, plus rien à J7, et il n'y en a jamais au niveau cutané. Donc il n'y a pas de migration, contrairement à ce que certaines études pouvaient indiquer ou laisser supposer. On a confirmé ça par d'autres études plus sensibles, et le mécanisme, il est donc paracrine, exocrine, on n'a pas d'intervention de la cellule dans le tissu cutané, bien entendu. Alors ça marche par un effet immunosuppresseur. Et ce qu'on observe très bien chez les souris qui vont être traitées par cellules souches mésenchymateuses au niveau cutané, c'est que l'infiltrat constitué de lymphocytes T et de macrophages, qui était très important ici à la 3e semaine dans le modèle, est complètement éteint. Il n'y a plus de cellules immunitaires infiltrant le tissu quand on a des souris traitées par CSM. Et c'est confirmé par ces dosages en fait en qPCR d'expression de cytokines inflammatoires avec un effet très très net sur ces marqueurs on va dire d'inflammation. Mais il y a également un effet sur le remodelage de la matrice extracellulaire. Et on voit dans la fibrose, on estime toujours la balance entre métalloprotéases, inhibiteurs de métalloprotéases qui font en fait l'équilibre et le remodelage tissulaire. Et on voit qu'après traitement, ici en gris, les souris recevant des cellules souches mésenchymateuses ont une surexpression de métalloprotéases, une diminution de l'expression de leurs inhibiteurs, et que ce soit au niveau de la peau ou du poumon, on a en fait un ratio entre métalloprotéases et inhibiteurs qui est favorable au nettoyage, pour faire simple, de la fibrose dans le tissu. Et puis enfin, on a un modèle qui est basé sur le stress oxydant, dont on imagine que c'est probablement un des éléments clés de la physiopathologie chez l'être humain. Et on voit que l'injection de CSM, là aussi, est capable de réguler et d'apporter, en tout cas de booster les défenses antioxydantes avec un taux d'AOPP inférieur chez les souris traitées, des défenses antioxydantes supérieures dans le plasma. Ça semble passer par la surexpression de certaines enzymes, comme ici, je vous montre dans le tissu cutané et pulmonaire, la superoxyde dismutase 2, mais ça marche par d'autres enzymes également. Et puis on pense qu'il y a un rôle très important d'INOS dans ces mécanismes de défense antioxydante, puisque quand on a essayé d'utiliser des cellules souches issues de souris KO pour cette NO-synthase inductible, on a vu qu'on perdait totalement l'effet antifibrotique avec des plis cutanés que je ne montre pas là, mais qui sont superposables à la souris non traitée. Et cela passait essentiellement non pas par l'inflammation, on avait un effet immunomodulateur qui persistait, non pas par le remodelage, mais bien par la capacité ou le manque de capacité à réguler ces défenses antioxydantes, notamment sur les taux d'AOPP, mais également faisant intervenir glutathion et autres. Alors, quand on parle de thérapie cellulaire et quand on est dans des études précliniques, on a envie de savoir si on peut discuter de compatibilité antigénique. Car, sans rentrer dans les détails, au cours des dernières années, se sont accumulées un certain nombre de données, dans la sclérodermie notamment, mais c'est une question qui est valable dans toutes les pathologies auto-immunes, qui laissent penser que les propriétés des cellules souches mésenchymateuses, donc de la niche chez le patient, sont altérées et que peut-être que l'approche autologue n'est pas une bonne approche en thérapie cellulaire dans la sclérodermie. Alors, ceci dit, il est intéressant de savoir si, avec une approche allogénique, on n'aurait pas un rejet et est-ce qu'on garde le bénéfice observé avec l'approche autologue. Et donc, alors que le choix avait été fait d'emblée vers l'approche allogénique pour le protocole de phase 1 chez les patients sclérodermiques, nous, on a essayé de mener ces travaux dans notre modèle murin avec des résultats qui sont bien entendu dans les limites d'un modèle murin, mais vous voyez qu'on a comparé une approche syngénique, donc avec des cellules souches provenant du même fond génétique que nos souris, allogénique d'autres cellules murines, et même une approche xénogénique en utilisant des cellules humaines, ce qui nous ouvre d'autres perspectives d'études, on va dire, biologiques. Et vous voyez que sur le pli cutané, il y a peu de différences, grosso modo, et les trois approches sont relativement efficaces de la même manière, également sur les taux de collagène dans les tissus, et en histologie, on a même là, sur ces approches xénogéniques, clairement une réduction très importante de la fibrose cutanée et pulmonaire. Donc c'est rassurant, on peut probablement faire de l'allo, mais ça, il y a pas mal de données de la littérature maintenant qui confirment ces éléments-là. Il n'y a pas de rejet tellement des cellules souches et l'effet bénéfique est toujours possible. Et puis une question importante également, c'est quelle source de cellules utiliser. On vous a expliqué tout à l'heure que les cellules souches mésenchymateuses pouvaient être trouvées dans un certain nombre de tissus, la moelle osseuse étant
la technique de référence, puisque c'est comme ça qu'elles ont été décrites initialement, mais on sait qu'il y a un rendement qui est faible, que c'est parfois compliqué, c'est une aspiration de moelle, donc imposer ça aux malades, aux donneurs, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu plus compliqué, que ces approches faisant par exemple intervenir le tissu adipeux, avec ces cellules qu'on appelle ASC, pour Adipose Derived Mesenchymal Stromal Cells, et qui sont probablement plus faciles d'accès, avec un rendement important lorsqu'on les isole, mais également peut-être des propriétés fonctionnelles accrues. On a donc comparé dans notre modèle, en utilisant des cellules humaines, différents prélèvements provenant de moelle osseuse, BMMSC ici, et des prélèvements d'origine adipocytaire. Et vous voyez qu'on a un effet qui est intéressant, et notamment un peu supérieur avec les ASC dans ces approches-là. Diminution de collagène dans la peau qui est à peu près identique, ici sur l'histologie. Au niveau pulmonaire, le bénéfice est comparable, mais avec deux éléments vraiment intéressants. Les ASC semblent être plus immunomodulatrices, je vous le montre ici sur l'expression d'interleukine 1, et également plus remodelantes, avec un ratio MMP-TIMP qui est supérieur à celui obtenu quand on utilise des cellules d'origine moelle osseuse. Et puis enfin, on évolue en thérapie cellulaire vers des approches acellulaires, et les vésicules extracellulaires qui avaient été présentées tout à l'heure pourraient contenir finalement les médiateurs essentiels à la thérapie cellulaire. Et donc l'utilisation de microparticules et d'exosomes est très intéressante dans ce domaine. Et je vous présente simplement ici les résultats obtenus par Pauline Rosier, qui est interniste et actuellement doctorante au laboratoire, et qui montre, et c'est vraiment assez convaincant, qu'on a des bénéfices antifibrotiques similaires dans notre modèle en utilisant les exosomes et les microparticules comparés à une injection de CSM standard. Donc en conclusion, on a un modèle qui semble mimer de manière assez fidèlement un certain nombre de caractéristiques de la sclérodermie dans sa forme diffuse, avec, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais la possibilité de montrer même plusieurs phases évolutives, les patients qui s'aggravent rapidement avec des scléroses inflammatoires, les patients qui remodèlent. On a un effet thérapeutique des CSM dans différentes approches, et on voit que leurs effets sont vraiment pléiotropiques sur un certain nombre d'éléments, et c'est bien ce qui est intéressant. La pharmacologie est spécifique, il faut s'en méfier pour les essais cliniques, parfois ce n'est pas la plus forte dose qui est la plus intéressante. On peut y aller en allogénique, on peut utiliser les ASC, c'est même probablement quelque chose de plus intéressant, aller vers les approches acellulaires, et il nous restera à l'avenir à mieux définir les profils de malades, car c'est une pathologie vraiment hétérogène, et faire matcher ça avec les potentiels des CSM. On manque encore aujourd'hui d'outils prédictifs de la réponse, immunomodulatrice, antioxydante par exemple. Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, qui ont permis ces études, à la fois donc, à l'IRMB et dans l'unité clinique, avec le soutien, entre autres, de l'Association des sclérodermiques. Et merci de votre attention.